Bonjour, je m'appelle Naël Régnier et je suis reporter citoyen numérique au sein de l'association Kaina. Et aujourd'hui, nous recevons Rachel Keke. Bonjour. Bonjour. Et donc ici, nous nous trouvons aux locaux de Kaina qui sont en plein cœur de la Paillade, un quartier de Montpellier. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de vous poser comme première question, d'abord d'avoir votre avis sur le sujet des quartiers. Donc c'est un sujet la situation dans les quartiers est un sujet qui revient de plus en plus dans l'actualité, surtout récemment. Il y a quelques années, on a concentré des populations défavorisées dans des quartiers tels que celui-ci et partout en France, ce qui a pour conséquence de favoriser notamment la discrimination et l'exclusion sociale. Selon vous, est-il trop tard pour y remédier? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour ça? Mais moi, je pense qu'il n'est pas encore tard de remédier à ça. Je pense que, au contraire même, il faut que les problèmes des quartiers populaires soient débattus en fait, sur la table, surtout des politiques, parce que c'est un problème très délicat. On voit les gens de quartiers populaires sont beaucoup discriminés. Et la majorité de tous ceux qui habitent dans les quartiers populaires, c'est des gens qui font le ménage, qui font des métiers, si on veut voir des métiers essentiels. Oui. Et les enfants, ils n'ont pas le temps de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Vous avez vu derrière que quand il y a eu la révolte des enfants, le président Macron, il avait dit, c'est les parents qui n'ont pas pu éduquer leurs enfants, c'est pour ça. Or, le problème, c'est pas ça. Le fond du problème, elle est politique. Donc, je pense que ça n'a rien à voir. C'est le système qui fait, par exemple, une mère qui se lève à 4 h du matin pour aller travailler ou bien qui vit seule avec son enfant. Mais comment est-ce que derrière, et qu'elle rentre chez elle, de 4 h du matin, elle rentre chez elle, il est 21 h, comment elle peut avoir les yeux sur l'enfant pour éduquer les enfants? Donc je pense qu'il y a beaucoup de systèmes que le pouvoir, surtout le gouvernement, a sa part de responsabilité pour changer, pour pouvoir trouver des solutions. Mais si le gouvernement trouve des solutions, je pense que les situations de quartier populaire sera bien. Puis des jeunes, surtout des enfants par exemple qui ont le bac, qui cherchent une alternance pour pouvoir continuer leurs études, à cause de la discrimination, ils n'ont pas de travail. Oui. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Donc les jeunes ne peuvent pas continuer leurs études. Et il y a des jeunes même qui mettent des CV pour chercher du boulot, pour pouvoir travailler. Il n'y a pas de travail pour eux. Donc je pense que c'est un gros problème que les populations des quartiers populaires vivent et qui est très délicat. Donc je pense qu'on peut tous trouver des solutions. Un sujet encore à travailler, mais c'est pas... Il y a encore des trucs à faire, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Si vraiment on débat, si le pouvoir veut que ça arrive, on peut y arriver. Très bien. Du coup, j'avais une deuxième question, cette fois plus centrée sur votre parcours. Donc de 2003 à 2019, vous avez été femme de chambre au sein de l'hôtel Ibis, où vous avez été à l'origine avec beaucoup d'autres femmes, plusieurs autres femmes, de la plus grande grève encore aujourd'hui de l'histoire de l'hôtellerie. 22 mois, c'est bien ça. Comment vous avez trouvé le courage de devenir une des porte-paroles de ce mouvement et des femmes de chambre d'hôtel? Comme je disais, quand on partait en grève au départ, on ne savait pas parler. Bon, c'est pas qu'on ne savait pas parler, mais on était beaucoup timide. Hein. Même pour prendre la parole, pour parler de nos conditions, au soutien qui venait nous soutenir sur le piquet de grève, on n'arrivait pas. C'était le syndicat qui parlait à notre place. Ouais. Et à la fin, le syndicat a dit non, nous on ne va pas parler à votre place, c'est à vous de parler de votre grève, c'est vous qui faites la lutte, c'est vous qui savez ce que vous avez vécu. Et là, ça nous a donné, moi ça m'a donné, c'est-à-dire, j'ai été la première à l'époque, il y avait aussi Traoré Aboubakar qui était aussi le porte-parole. Donc on a essayé, je me suis lancé dans l'eau. Oui. Voilà, on peut dire j'étais dans l'eau pour pouvoir être la porte-parole, parler de ce que nous vivons. Voilà. Ben, pour s'exprimer, ce n'est pas facile. Oui. Surtout devant les gens, c'est difficile. Évidemment. Mais quand tu regardes ta situation, tu regardes ce que tu as vécu, mais tu as envie de parler aux gens. Tu as envie de parler aux gens. Parce que c'est très bien de parler aux gens, surtout quand tu as des soucis. Ce n'est pas bon de te réserver. Et nous, il fallait qu'on en parle, pour que les gens aussi nous viennent en aide. Parce qu'on avait besoin de la caisse de grève. Et quand on parlait, les gens nous alimentaient notre caisse de grève. Oui. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et au final, ça a payé. Ça paye. Et la lutte, elle paye toujours. Et ça a payé pour vous, mais du coup, est-ce que vous trouvez que ça a eu un effet aussi sur d'autres femmes de chambre d'hôtel ou cette catégorie de métiers invisibles qui ont aussi subi des difficultés dans leur travail? Mais nous, au moment où on faisait notre grève, ça n'avait pas impacté d'autres hôtels parce que c'est après notre victoire qu'il y a un seul hôtel que moi je connais qui est à la mairie de Clichy. Ce sont tels qui se sont mis en grève. Après nous, notre grève, après nous, notre victoire, mais leur grève a duré un seul jour. Parce que le groupe Accor a eu peur que ça fasse peut-être 22 mois comme les femmes de chambre de l'hôtel du Best. Voilà. Donc, ils ont fait un seul jour et on les a même internalisés. Oui. Voilà. Et il y a d'autres femmes qui travaillent dans une école à mairie d'Ivry,
Puis on dit, mais si ces femmes, elles ont fait 22 mois, elles ont gagné, mais pourquoi pas nous? Et elles se sont mises en grève. Je pense qu'elles ont fait 2 ou 3 semaines et elles ont eu 80% de leurs revendications. Donc je pense que, comme j'ai dit, que notre grève serve d'exemple à beaucoup de personnes. Si les gens vraiment étaient inspirés après nous, notre victoire, c'est-à-dire dans tous ces métiers essentiels où il y avait la souffrance, il y a tout, mais je pense que beaucoup allaient quand même gagner parce que c'était le moment où les gens devaient se mettre en grève pour pouvoir gagner des choses. Donc en soi, l'effet n'a pas été direct, mais ça a motivé d'autres esprits à faire la même chose que vous pour se... Oui, ça a motivé d'autres. Ça a motivé d'autres. Très bien. On va avancer dans le temps. En 2022, vous êtes élu député. Du coup, la question peut-être plus difficile à répondre qu'à poser. Comment vous avez fait pour conquérir le cœur des habitants de la 7e circonscription du Val-de-Marne qui, historiquement, et même si ça a été moins le cas les dernières années, étaient majoritairement placés à droite de l'échiquier politique? Mais moi, je pense que, d'abord, c'est mon histoire. Je viens d'un quartier populaire et puis une femme de ménage. Donc, beaucoup se disaient qu'enfin, il fallait qu'on change l'Assemblée nationale. Il fallait qu'il y ait des gens qui nous représentent. Oui. Quelqu'un qui vient de bas, qui soit finalement à l'Assemblée nationale. Parce que, en fait, beaucoup m'ont dit ça. Moi, ton histoire, on voulait avoir quelqu'un d'autre à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a eu un parcours qui leur ressemble plus. Voilà, qui leur ressemble plus. Voilà, donc c'est ça qui a motivé les gens à plus voter pour moi. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Cette fois, on va encore bouger dans le temps. On va revenir un peu avant que vous arriviez en France. Je pense que d'une certaine manière, on peut dire que vous venez de loin. Vous avez commencé à travailler à 16 ans, d'abord en tant que coiffeuse, caissière. Vous avez aussi fait de l'aide à domicile pour personnes âgées, quand vous habitiez encore en Côte d'Ivoire. Du coup, vous qui venez de loin, quelles leçons vous tirez des épreuves par lesquelles vous êtes passé pour arriver jusqu'à aujourd'hui, votre poste de député? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir au sein de la France Insoumise et de la NUPES plutôt qu'ailleurs? Mais déjà, quand je suis quitté en France pour venir ici, la première des choses, c'est que je me suis dit qu'il faut que je comprenne comment vivent les Français, comment fonctionne le système de ce pays. Et c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre, discuter. Et quand est venu le syndicat à l'hôtel Ibis Les Batignolles pour dire eux ils sont là pour pouvoir protéger les gens, ça m'a donné tout de suite l'envie de me syndiquer pour pouvoir continuer la lutte. Maintenant au sein, pourquoi la France Insoumise? Parce que pendant notre grève à l'hôtel Ibis Les Batignolles, il y a les élus de la France Insoumise qui venaient sur nos piquets de grève. Il y avait M. Eric Cotterel, Mme Danielle Ogono, il y avait François Ruffin. Ils vous rejoignaient, ils vous soutenaient pendant Voilà, ils nous soutenaient, ils venaient. Et même M. Ruffin avait parlé de notre grève au sein de l'hémicycle. A parlé de nous, notre grève au sein de l'hémicycle. Donc, moi, c'est un parti que j'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce que, franchement, il faut dire, la France Insoumise, c'est un parti qui va plus vers les gens qui font la lutte, qui font la grève. On voit partout, ils sont là et ils portent ça à l'Assemblée nationale. Et là, je me suis intéressée, franchement, je suis tombée amoureuse de la France Insoumise pour ça. Et c'est comme ça, je me suis dit, après notre victoire, j'allais m'intégrer à la France Insoumise pour pouvoir lutter avec eux. Parce que comme ils partaient sur les piquets de grève, je voulais être dans leur mouvement. Comme ça, s'ils se déplaçaient sur des mouvements de grève, j'allais partir pour encourager les gens. Soutenir les autres. Voilà, exactement. Comme c'est que je suis allé soutenir les salariés de l'hôpital ici à Marseille. Des salariés de choses, comment on les appelle, honnêtes. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est parti en fait. Et après, pendant les élections présidentielles, M. Eric Cotterel m'a contacté pour faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et quand il m'a contacté, je lui ai dit que j'étais d'accord. Et c'est après, je n'ai pas refusé, puisque je voulais être la France Insoumise et voilà, soutenir Mélenchon derrière, puisque c'était lui le candidat. Et c'est après ça qu'on m'a proposé d'être candidate au législatif et j'ai accepté et j'ai été élu aujourd'hui. Par la suite, vous avez été élu. C'est ça, exactement. On va maintenant rentrer à Esprit Libre, donc c'est une association, elle aussi, du quartier de la Paillade. D'accord. Bonjour. Bonjour, ça boit du thé. Hein. toujours, il fait tellement froid. Oui, il fait froid. Ça va la jeunesse? Vous allez bien? D'accord. Alors là, on est sur un atelier d'écriture en fait. Donc c'était détruit, délabré, enfin, c'est des choses qui les ont touchées. Donc voilà, on essaie de faire ce travail. Qu'est-ce qui vous a touché? Ouais.
Et donc, c'est-à-dire, en fait, ils ont dispersé tout le monde, vous n'êtes plus ensemble, c'est ça? 6 semaines. Ça va faire 4 semaines. Ouais, mais c'est genre sans les vacances. Oui, pendant les vacances, c'était en vacances. Il a quel âge? Il a 20 ans, après c'est 21 ans. Il cherche un travail. Il a mis les CV partout, tout ça. Il a le bac? Ouais. Il a son bac et il a fait ses études. Il maîtrise, quand on apprend la langue arabe, du Kérem, et l'anglais en perfection sur l'anglais, on apprend l'arabe du Kérem. Et voilà. Et il cherche dans quoi? Voilà, dans quel domaine? Il est fort partout. Comptabilité, il a déjà eu des stages, il a de l'expérience, il est en comptabilité. Il a déposé ses CV partout aussi, mais on ne le prend pas. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. CV, est-ce qu'il a eu des réponses? Il a eu 15 job d'été pendant 2 mois en gros, c'était rare. Et après, il a recherché encore et il fait que chercher. Et combien de réponses sur les 200 CV? Négatif ou positif, hein, est-ce qu'il a reçu un oui ou un non? Au moins. Il a reçu qu'un seul oui, je crois. Et encore, c'était un peu un envoi de CV, c'était un collègue à lui qui a fait la C'est de bouche à l'oreille. C'est dans les eaux, quoi. D'accord, ok, c'est compris. Mais venez avec nous, on fait la balade. Hein. Ça compte pour les stages. Ouais, non, il y a compris, il n'y a pas de souci. Il y a stage, il y a travail, il y a tout ça. Ok, mais du courage à vous, merci pour ce que vous faites. Avec plaisir à vous. Oui? Demande bien la permission si Ah bah. Au revoir. On passe là. Ah d'accord. Ah, donc on a pu rencontrer les jeunes de l'association Esprit Libre et ça tombe bien parce qu'il y avait une question qui les concerne, qui me concerne et indirectement un peu vous aussi. Quelles sont vos futures batailles et plus particulièrement pour les jeunes, vous qui êtes mère de 5 enfants? Mais c'est ce que je disais, ma bataille aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de faire le tour des quartiers populaires, aller vers les jeunes, vers les parents pour comprendre, pour entendre. Parce que c'est vrai que je suis dans les quartiers populaires, je comprends un peu, je connais la situation, mais je ne partais pas vers les gens. Quand tu sors, bonjour, bonsoir, tu vois ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis proche. Je suis proche d'eux. Et comme je les ressemble, les gens se confient à moi. Vous avez vu tout à l'heure comment le jeune a dit, mon frère a du mal à trouver du boulot. Parce qu'il a mis presque 200 CV. Et il a eu une seule réponse. Et même la réponse qu'il a eue, c'est passé par un ami. Donc ça, c'est un problème dans les quartiers populaires que les jeunes traversent. Et moi, en tant que mère de 5 enfants, mon fils a eu cette situation aussi. Parce que mon fils qui a eu le bac professionnel, qui devrait être mécanicien en automobile, mais il n'a pas eu. Parce qu'il fallait qu'il trouve un patron pour continuer l'alternance, mais il n'a pas eu d'alternance, il a abandonné les études. Donc c'est vraiment difficile pour nos jeunes des quartiers populaires. C'est pour ça que je dis, il faut que le gouvernement puisse faire attention quand même à tous ces jeunes qui sont dans les quartiers populaires pour ne pas que demain on les traite de voyous ou de bandits, parce qu'il y a un vrai problème. C'est pas ce que vous exprimez par rapport à travers votre fils, c'est pas normal qu'ils aient les mêmes compétences que d'autres personnes, mais leur lieu d'où ils viennent, où ils habitent, contribue au fait qu'ils aient plus de mal à trouver du travail. Exactement. Et puis il y a la couleur de la peau. Il ne faut pas qu'on se dise les choses. Il y a la couleur de la peau, il y a la discrimination, il y a qui va avec tout. Voilà. Et ici, comme je peux dire, ici en France, les enfants, ils sont chez eux, ils sont français. Ils sont chez eux. Ils vont aller où? Ils n'ont pas d'autres pays, ils sont chez eux. Donc je pense qu'il arrive un temps vraiment, il faut que le gouvernement, c'est-à-dire nous qui sommes politiques, on débat de ce problème pour trouver des solutions. Donc plus prêter plus d'attention aux jeunes. Exactement. Beaucoup même, beaucoup d'attention. C'est important. C'est important. Si on veut que les enfants ne s'entretuent pas entre eux, les jeunes, pardon, ne s'entretuent pas entre eux, ils ne vendent pas la drogue, mais il faut leur ouvrir la porte de l'emploi, surtout, pour pouvoir travailler. Parce qu'un jeune qui travaille, s'il est payé à 1500 €, qu'est-ce qu'il va aller vendre la drogue? Qu'est-ce qu'il va aller faire dans la rue? Pour finir, cette année, on fête un anniversaire, on commémore les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme et contre les discriminations. Un anniversaire important aux yeux de notre association, évidemment. Aujourd'hui encore, on continue de marcher, tout n'est pas réglé. Et
C'est pour ça que j'aimerais vous demander, selon vous, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Parler plus de la situation des jeunes pour pas qu'ils soient discriminés dans leur recherche de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je pense que cette situation, comme j'ai dit, il faut que vraiment les politiques portent ça. Il faut qu'il y ait des médias, surtout les journalistes. Il faut que ça soit plus médiatisé. Parce que quand c'est plus médiatisé, ça donne aussi de l'importance. Et puis, il ne faut pas que les gens lâchent. La marche que vous faites, que ça ne change pas, mais il faut que surtout les jeunes se battent. Parce que comme je dis, c'est mieux de se battre. C'est mieux de se battre dans la vie, c'est mieux de s'organiser surtout pour dire, mais par exemple, nous, notre situation, ça ne marche pas. On est combien de jeunes, par exemple, qui souffront? On est combien de jeunes qui sont dans les difficultés? Mais il faut que vous vous organisez. Il faut que vous essayez de vous voir, de vous fréquenter, de vous organiser pour faire des actions fortes, pour que l'État puisse vous écouter. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Parce que nous, quand moi, à l'époque, j'étais femme de chambre pendant notre grève. Mais aujourd'hui, les femmes de chambre à l'hôtel, moi, je ne suis pas là-bas, mais aujourd'hui, elles sont payées à 2 000 €. Mais à l'époque, elles étaient payées de 1 800 à 800 € à 1 100 €. Mais si elles avaient laissé carrément, pour dire qu'on ne fait pas la grève, ou bien pour dire qu'on ne lutte pas, est-ce que ça allait changer? Ça n'allait pas changer. Mais c'est parce que ces femmes, elles ont dit, mais pour avoir notre dignité, pour être mieux payées, on doit faire la grève. Pour être mieux payé, on doit faire la grève. On ne doit pas croiser les bras, on ne doit pas s'asseoir parce que ça ne va pas descendre du ciel. Et c'est ça. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est ce que vous exprimez tout à l'heure, se faire entendre. Se faire entendre. Et ne pas tourner l'attention vers les quartiers uniquement quand il y a quelque chose de mal, parce qu'il y a aussi Voilà. de très belles choses qui se passent ici. Exactement. Et ce que je veux dire aussi, il faut que les jeunes s'occupent, c'est-à-dire s'occupent de la politique. C'est très important. Ne pas dire, moi, je n'ai pas envie de faire la politique, ça ne m'intéresse pas. Parce que la politique s'occupe de nous. Donc, on doit s'occuper de la politique. Et on doit être, moi, j'appelle aujourd'hui la jeunesse à être des Martin Luther King. De porter, de ne pas être timide. Parce que quand tu es timide, ça tue. Il faut parler, il faut lever la voix. Il faut parler. Même si, quel que soit ce que tu vas dire, même si c'est des fautes, ce n'est pas grave. Mais de lever la voix, de parler, de s'imposer, surtout. De s'imposer. Parce que sans ça, rien ne va se régler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Rachel. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi. Lucas Boutibonne à la réalisation et merci de nous avoir visionnés.